Euh, bonjour, bonsoir. Ici, on va voir la dernière partie du RTT énergie. La dernière fois, on avait vu les sources, les différents types de sources d'énergie avec une étude Docker où on vous demandait de dimensionner un système de d'alimentation pour un hôpital. Ici, on va voir maintenant euh, comment on distribue cette énergie et quelles sont les protections à mettre en place pour nos installations électriques. Encore une fois, je m'excuse pour, je pense que c'est Luc, c'est ça? Je ne me trompe pas, au Congo. Oui, 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 c'est Luc au Congo. Ok, toi, tu as une avance sur les autres, donc ça va être Mhm. de la répétition. Mais bon, par contre, tu peux en profiter si tu as des questions un peu plus poussées pour poser un peu plus tard aussi. Donc, voilà, c'était Ouais, juste pour te bien prévenir, sûr. quoi. Ok, Ok, merci beaucoup. Mhm. donc pour les autres, donc on avait commencé par est-ce qu'il y a des questions sur le module 3 et 4, sur ce que vous avez déjà parcouru? Sinon, on peut le réserver pour un peu plus tard, pour un peu plus tard. Ok, je pense qu'on va le faire un peu plus tard alors. Donc, euh, pour nous, il est essentiel donc d'avoir une bonne installation. Quand on dit une bonne installation, c'est une installation qui est bien dimensionnée d'abord, où les protections principales sont en place. Et ici, je posais la question, qu'est-ce que vous entendez par protection électrique? Et quel objectif on doit mettre les protections? Alice, vous pouvez ouvrir le micro et parler directement. Oui. Je pense ici que la protection est mise pour protéger les personnes contre l'électrocution, pour prévenir les incendies. Je pense que c'est ça, c'est pour ces cas-là que les protections sont mises et puis protéger aussi les équipements. Très bien, c'est tout à fait cela. Mais et donc, la, la, la- l'objectif euh, principal de protection électrique, comme tu viens de le dire, c'est de protéger les gens. Quand on est à l'hôpital, c'est nous qui travaillons à l'hôpital, mais c'est aussi les patients, en fait. Donc, ça devient très, très important d'avoir des bonnes protections. Donc, on protège en plus de ça les équipements. On va voir comment on va les protéger. Et il y a un autre aspect aussi. Donc, quand on protège les installations, tu l'as déjà dit, Sylvie, c'est aussi de se protéger contre les incendies. Parce que il y a des protections qui vont permettre de détecter euh, par les dispositions internes, d'éviter qu'il y ait des incendies qui se propagent dans nos installations électriques. Mais et j'ajouterais aussi, mais c'est lié, les protections aussi sont là pour protéger le câble. Parce que dans les hôpitaux, on a des câbles, je sais pas, par exemple, quand on a des- des grands hôpitaux, par exemple, les câbles qui alimentent tous les services, si on les considère, ça a un coût. Et les protections aussi sont là pour protéger ces câbles. Parfois, on l'oublie, mais c'est lié aussi quand on parle de protection des équipements. Donc, euh, ici, on a parlé de la source d'énergie qui est représentée par les pylônes ici. Donc, ça, c'est la production. Et on va vers les équipements. Mais ici, il y a une mise à la terre qu'on va voir quel rôle il joue dans la protection.
Et, euh, ok. Ici, attendez. Faudra que je revienne en arrière. Euh, ici, on pose la question de savoir qu'est-ce qui manque. Comme on a dit, on va mettre les protections. Mais quel genre de protection on va mettre, par exemple? Quelqu'un qui a une idée? Ici, Oui, on peut mettre des GPS, par exemple. les pièces. Ça, on va voir aussi. Et les pièces aura quel rôle, par exemple, à jouer? Pour préciser, ici, on est deux. Je suis Hmm. avec Bala Konaré. Ah, Barak, ok. Oui. Ok, enchanté, Barak. Ah, Euh, je ne peux- donc, on peut mettre des, des- des GPS pour protéger les équipements là, comme les ouais, stabilisateurs, ok. euh, Et, les UPS, onduleurs. ça, c'est différentes choses en même temps. Quand tu parles, est-ce que c'est un abus de langage parfois? On dit onduleur pour dire UPS et on dit UPS pour dire onduleur. Donc, ça dépend dans quelle région tu te trouves. Mais pour Ouais. moi, c'est presque la même chose parce que c'est le UPS, il a ce rôle de protéger les équipements. On va voir dans quelle mesure ça protège les équipements. Autre chose, Il y a les disjoncteurs. le disjoncteur. Ça, c'est les, les- les équipements donc, de protection principale qu'on va voir. Les disjoncteurs, quoi d'autre? Les dispositifs différentiels pour protéger contre les défauts d'isolement, Tout protéger à les fait, personnes. tout à fait. Euh, quoi d'autre? Il y a aussi les parafoudres hein, qu'on doit aussi. Ah, très bien, le parafoudre, oui. Quoi d'autre? Mais c'est sur le chemin, hein. Mais parfois, on l'oublie. Qu'est-ce Bah, qui, qu'est-ce il y qui, a déjà la mise à la terre, donc ah, c'est bon. bah voilà, la mise à la Mm. terre. La mise à la Mm. terre, mais c'est pas un dispositif de protection, mais ça protège aussi, ça protège les gens parce que ça va offrir un, un chemin pour les électrons vers la Terre. Donc, ça protège Mm. aussi les personnes. Donc, on a parlé de dispositifs de disjoncteurs. Ça, c'est les disjoncteurs standard Schneider qu'on trouve dans Unicode. On a parlé de UPS. Vous voyez ici des UPS pour les équipements sensibles, mais pour les équipements euh, d'usage courant, on parle de stabilisateurs et de limiteurs de tension. On va avoir la différence. Ok. Donc, si on commence par les dispositifs de protection principale, on parle de disjoncteur, on a parlé de disjoncteur général, on a parlé de disjoncteur de dispositifs de différenciés. On va voir la différence aussi entre les disjoncteurs. Aussi, on a parlé des câbles, donc la section de câbles, parce que si vous avez un disjoncteur qui est surdimensionné euh, par rapport à votre câble, donc la protection n'est pas effective parce que le câble n'est pas protégé. Donc, maintenant, on va voir pourquoi. Quand on parle alors, vous avez déjà entendu des MCB, des MCCB, on a des termes en anglais, mais en français, on dit des disjoncteurs miniatures. C'est des disjoncteurs qu'on fixe la plupart du temps dans les coffrets électriques de courant.
Donc, c'est ce genre de type. Parfois, il y en a qui sont ici dans les... Ici, on dit deux modules. Ici, c'est trois modules. Ici, c'est quatre modules. Parce il y a quatre pôles. Donc, quatre pôles, ça veut dire, ici, c'est un disjoncteur triphasé avec neutre. Ici, c'est un disjoncteur triphasé sans neutre. Ici, c'est un disjoncteur monophasé avec neutre. Et il y en a un autre qui est plus petit aussi, un disjoncteur miniature monophasé avec neutre aussi. Et ici, on a des disjoncteurs alors de grande capacité. Quand on commence à avoir des courants dépassant je pense que c'est à partir de 160 ampères, on commence à utiliser les disjoncteurs à boîtier moulé. Donc, voilà les protections générales qu'on peut trouver. Et parfois, ces protections, euh, ils ont une fonction aussi différentielle qu'on va voir. C'est donc le même appareil, mais qui a qui associe la fonction différentielle. Donc, ici, ça va protéger contre quoi? Ça va protéger contre le, tout l'ensemble de la distribution électrique. Donc, c'est éviter les courts-circuits. Les courts-circuits qui peuvent donner aussi des incendies un peu plus tard. Ça, c'est le rôle principal de disjoncteur général. Mais il y a un autre rôle qui est qu'on ne cite pas souvent. Qui sait me dire ce que ça peut jouer comme rôle aussi, le disjoncteur général, à part la protection générale contre les surcharges et le court-circuit. Quelqu'un a une idée? OK. Donc, euh, par exemple, chez vous à la maison, quand vous êtes connecté au réseau, il y a un disjoncteur principal normalement, si je ne me trompe pas. Ça appartient la plupart du temps aux distributeurs d'électricité ou aux gestionnaires de réseau. Donc, ce disjoncteur est là aussi pour limiter la puissance que vous pouvez tirer sur le réseau. Donc, quand vous souscrivez vous souscrivez, donc vous demandez à être connecté au réseau, on vous demande de souscrire à une certaine puissance. Et si vous dépassez cette puissance, le disjoncteur principal va sauter. C'est pour ça que ils sont parfois réglés. Je pense, si je prends l'exemple du Mali, je pense pas, ça commence par des 10 ou jusqu'à 60, si je ne me trompe pas. Donc, ça dépend donc de ta souscription au niveau de puissance qu'on viendra poser ce disjoncteur principal qui, la plupart du temps, associe aussi la fonction différentielle. Est-ce que ça vous parle, ça? Quelque chose comme ça? Vous avez déjà vu? Oui, oui, oui. Ça nous Ah, parle en ok, tout cas. très Mm. bien. Donc, ça, c'est... D'ailleurs, Oui, ok. je disais d'ailleurs ici chez nous, c'est les disjoncteurs dont tu as parlé là du fournisseur d'énergie. Ça se trouve sur les poteaux dehors. Donc, si chez toi tu as mal dimensionné, ça va couper dans les poteaux, sur les poteaux là-bas dans la boîte. Tu seras obligé d'attendre, Ah oui, d'appeler la maison là, des maintenances pour qu'ils viennent remettre pour toi. En attendant, tu seras dans les noirs. exactement. Parce que c'est la propriété même si tu l'achètes dans l'installation, mais ça appartient au gestionnaire de réseau. Donc voilà pourquoi, si c'est en plus si c'est sur le poteau, donc il faut qu'ils viennent enclencher encore pour que tu puisses avoir l'électricité. Mais je pense qu'au Mali, c'est en dessous du compteur, je pense. Et là, c'est accessible. Tu peux encore aller retourner et enclencher. Donc ça va.
S'il vous Euh, plaît, Olivier. oui, Bon, je n'ai pas bien compris. Vous dites que c'est les interrupteurs différentiels, là. C'est que nous, ouais, on achète pour installer dans les tableaux. ouais. Et, et vous dites que même si on l'installe, c'est pour le provider de l'énergie ou bien? Il y a Ou deux, bien je n'ai pas il y bien a, saisi. quand tu demandes à être connecté au réseau, Ah, ah, il vient avec un compteur. Donc, normalement, il y a des protections au-dessus du compteur. Et puis, il oui, y a un il y en a. disjoncteur principal qui suit le compteur. Et ce dispositif compteur plus le disjoncteur principal appartient au gestionnaire de réseau, normalement. Exactement. Et à partir de là, OK. tu, tu vas, tu vas pouvoir maintenant tirer tes installations et faire ton installation selon le dimensionnement qui a été réalisé. Là où tu peux mettre encore des protections principales, mettre les disjoncteurs pour les circuits d'éclairage et autres circuits de ta maison. C'est clair? OK. Donc, on disait, alors, on peut passer maintenant au dispositif à courant résidentiel. Ça, c'est le terme technique, mais dans le commerce, on les trouve sous le terme d'interrupteur différentiel. Ces interrupteurs différentiels, qu'est-ce qui les caractérise au fait? Quelqu'un a une idée? Ah oui, La, pour ne Oui. pas la monopoliser la parole. sensibilité, Ah, bonjour. ah, bonjour. Oui, pour les différentiels, il y a la sensibilité, les milliampères là. Et Ça, c'est une puis, chose. et puis il y a aussi le calibre qui doit être toujours plus élevé que votre disjoncteur d'MT, thermique Mm, ou magnétique. très bien. Oui, Et c'est sur les deux grandes parties. oui, c'est le calibre donc, de l'interrupteur différentiel et sa sensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire la sensibilité d'un interrupteur différentiel? Oui, pour la sensibilité, là on voit les courants, la différence des courants entre les neutres et la phase, ou en d'autres termes, les courants de fuite à la Terre. OK, Oui, tout à fait. Donc, ces appareils fonctionnent comment? Ils sont installés dans le circuit et ils comparent ce qui entre et ce qui sort. Et s'il y a une différence entre ce qui entre et ce qui sort, et selon la sensibilité qu'on a choisie, si la différence atteint la valeur pour laquelle ils ont été dimensionnés, l'appareil déclenche parce que à ce moment-là, ça veut dire qu'on a une fuite. Et la fuite, ça peut être par la terre ou via le corps ou la personne qui touche quelque chose sous tension. Donc là, cette fuite alors est détectée et le dispositif coupe l'électricité. Donc c'est pour ça qu'on dit que ces différenciers sont des dispositifs pour protéger les personnes. Mais on a, comme tu viens de dire, différentes sensibilités. Donc, quelles sont les sensibilités que vous rencontrez la plupart du temps, par exemple? il y a les 30 milli, Ouais. les 30 milli pour euh, la partie protection personne, donc il y a une grande sensibilité. Pour les générales, on peut rencontrer des 300 milli ou des Mm. 500 milli. Ça Exact. dépend de votre dimensionnement ou votre OK. moyen de protection. Là, tu Il y a touches aussi un des point 10 où milliampères aussi.
Ah oui, il y a le 10 milliampères aussi. Là, vous touchez alors, vous voyez qu'il y a une, euh, une, euh, une fourchette dans laquelle on peut choisir le différentiel. Mais là, je posais peut-être, c'est encore une fois, j'ai oublié le nom de la personne qui vient de prendre la parole. Il y a Luc et il y a Emmanuel, là. Emmanuel. Pardon, Ok, Emmanuel. merci. Emmanuel. Emmanuel, tu viens de parler de sensibilité de 300 milli et de 500 milli. Oui. Et pourquoi cette différence entre 500 milli, 300 milli, Luc parlait de 10 milliampères et 30 milliampères. Pourquoi cette différence? Merci pour la parole. Donc, on fait les choix, par exemple, d'un 500 milli pour si la protection est générale, OK. on va jouer la sensibilité de toute l'installation, quoi. Alors, pour les 30 milli, là, on voit directement si la protection protège la personne contre l'équipement bien spécifié pour renforcer cette sensibilisation, cette sensibilité-là, ou soit si c'est par exemple un service qu'on veut protéger, il faut qu'il OK. y ait cette différence-là pour que, avant que les Ouais. 500 puissent agir, normalement, Ouais. il faut que les 30 commencent ou les 10 commencent Ouais. à agir. Donc, c'est selon l'installation, selon les dimensionnements, selon les besoins ou moyens de protection des personnes. Cette question, c'est pour les électriciens. Je demanderai à Luc aussi s'il a quelque chose à ajouter par rapport à ça. Non, je n'ai rien à ajouter. Je voulais compléter Emmanuel. Là, il parlait de celui qui va commencer. Je voulais lui compléter par les termes sélectivité, quoi. Ah, OK, il y a la sélectivité aussi. Très bien. Mais il y a, Exactement, Lick, c'est le cas, oui. Merci. ah ouais, ça c'est le terme que je cherche aussi. Donc, la sélectivité. Donc, la sélectivité, ça veut dire quoi alors? Pour les termes, pour simplifier, pour les gens qui ne sont pas électriciens, la sélectivité, ça veut dire que c'est la protection la plus proche qui doit déclencher. Parce que vous voyez, on a commencé par la protection générale, mais on va protéger les circuits. Et normalement, c'est la protection des circuits qui doivent déclencher avant la protection principale. Et il y a un autre aspect euh, que, que- 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 qui fait qu'on choisit aussi. Donc ici, euh, Emmanuel parlait de différencier de 300 milli et de 500 milli. Il y a une raison pour laquelle on choisit les 300 milli et les 500 milli. Et ça, c'est lié, là j'entre un petit peu dans les détails sur le régime du neutre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du régime TT pour les Oui, bien électriciens? sûr. OK. Effectivement, oui. Qu'est-ce que ça veut dire alors le régime TT? Si je me permets, Oui, Emmanuel. pour les régimes TT, là, il y a des lettres, première Oui, lettre, deuxième lettre. Donc, pour le premier T, ça signifie que le générateur, les neutres du générateur doit être relié à la Terre. OK. Très bien. Pour deuxième lettre, deuxième T, il faut que toutes toutes les masses métalliques, les enveloppes des équipements métalliques soient reliées aussi à la Terre. Donc, deux terres différentes. OK. Donc, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on a représenté ici. Donc, côté utilisation, tous les carcasses. Quand on dit masse, c'est les carcasses, par exemple les chauffe-eau, carcasses pour, même si la plupart du temps maintenant c'est en matière isolante, des frigos, euh, tout ce qu'on peut toucher, les machines à laver par exemple, tous ces carcasses sont mises à la terre par les câbles de mise à la terre
que vous voyez ici. Donc ça, c'est la telle générale. Donc ça va faire quoi? Ça va entraîner aussi dans le dispositif de protection euh, des personnes. Donc ça, c'est le côté utilisation. Mais côté source d'énergie, tu l'as dit, si c'est pas votre fournisseur d'énergie qui, parce qu'il vous alimente en énergie via un transfo, c'est le neutre du transformateur qui est mis à la terre. On est dans un régime TT, on va parler, se concentrer sur le régime TT parce que c'est ce qu'on on implémente la plupart du temps dans nos structures. Donc, et pour les autres aussi, quand on a une source comme le générateur, il faut mettre le neutre à la terre. Donc, il faut bien vérifier que le générateur est mis à la terre. Quand vous entendez, il faut mettre le générateur à la terre, c'est pour avoir ce schéma de distribution qui est le TT. Donc, d'un côté, la source d'énergie, obligatoirement, on met à la terre. Et côté utilisation, toutes les masses sont raccordées à la Terre. Et ces deux terres, ce n'est pas la même Terre, sont séparées. Ça, c'est très, très important aussi. Quand par exemple, on installe un générateur, il faut penser à cela aussi. Euh, donc, on parlait de différentiel qui nous a amené au circuit au régime du neutre. Donc, dans ce régime spécifique TT, il est obligatoire de mettre un différentiel de tête. Sa valeur va dépendre de quoi alors? Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qui va conditionner la sensibilité de l'interrupteur différentiel? Une idée? OK. Revenons maintenant quand on veut se raccorder au réseau électrique. Qu'est-ce que normalement le gestionnaire de réseau vous demande? Il vous demande de réaliser la Terre et normalement, il doit venir et mesurer la Terre. Si la Terre est par rapport au type de sol que vous avez, si la résistance de la Terre se trouve à un certain intervalle, on peut utiliser tel ou tel différentiel, mais avec l'objectif de limiter la tension de contact. C'est un peu compliqué pour quelqu'un qui n'a pas fait l'électricité, c'est de limiter la tension de contact à 50 volts, parce que c'est là où le danger commence pour l'être humain, c'est à 50 volts. Et on voit que dans le régime TT, la tension, s'il y a un défaut, il peut monter jusqu'à 100 volts. Donc, pour limiter ça, on doit mettre un différentiel de sensibilité qui va dépendre de la valeur de la résistance du sol. Donc, la résistance du sol euh, et la sensibilité vous donnent la tension qu'il faut. Donc, la tension qu'il faut limiter à 50 et la résistance du sol vous donne la sensibilité du différentiel à installer dans le euh, circuit, donc comme protection principale. Est-ce que c'est clair? Oui, donc, Oui. on va donc utiliser juste la formule courant égale tension fois résistance, c'est ça? Euh, Ou tension divisée non, par non, résistance, je sais plus. Attends, la loi d'Ohm. c'est la loi d'Ohm, exactement. La tension égale la IR. Ouais, ok, merci. OK. Et donc, la limite ici, on dit on doit limiter la tension à 50 volts. Et là, avec la résistance que normalement la société de distribution aura mesurée, et ils vont dire, ici, on va installer un différentiel de 300 milli, par exemple. Et dans ce sens-là, la résistance, ça veut dire que on peut faire le calcul. Si je donne
Donc, si je prends, attendez, je prends ma calculatrice. Si je prends 50 et je divise par 0,3, j'ai une résistance qui doit être en dessous de 166 ampères, pardon, ohms. Et c'est pour ça que quand dans la plupart du temps, on vous dit que la résistance doit être en dessous de 100 ohms. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. La résistance de la Terre doit être obligatoirement en dessous de 100 ohms. Oui, effectivement. Oui, oui, Ah oui. oui. Mm. Donc à ce moment-là, si la résistance doit être en dessous de 100 ohms, vous pouvez utiliser un différentiel principal de combien? À 100 ohms, il faut Ouais, 500 milli. À 100 ohms. voilà. Voilà d'où vient les Mm. 500 ohms, C'est ça le pardon, max. c'est ça le Mm. max. Donc, pour utiliser un 500 milliampères, il faut que votre résistance de terre soit en dessous de, euh, en dessous de 100 ohms. Et normalement, ça doit être mesuré. Et on cherche les moyens possibles pour réduire la résistance du sol. Donc, vous voyez que pour la protection des personnes, on a deux composants. On a la mise à la terre, mais aussi les différentiels. Donc, ça, on vient de voir le différentiel général. Donc, on va installer à la tête de l'installation. Maintenant, les sensibilités d'autres distances qu'on a parlé, c'est 30 milli. C'est aussi dans la même logique pour protéger les gens. Et la plupart du temps, par exemple, je peux vous poser la question, où est-ce que vous pensez qu'il y a de risques d'électrocution, par exemple, pour une maison? Pardon, la question c'est où est-ce que nous pensons qu'il y a plus de risques dans la maison? D'être électrocuté à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, c'est Ouais, surtout dans des pièces humides. exactement. Ça veut dire quoi, les pièces humides? Par exemple, sous la douche ou la buanderie, là où vous utilisez de l'eau, quoi. Exactement. Et s'il y a des logs Mm. ici, franchement, c'est là où j'attire votre attention. C'est de faire attention. Pourquoi? Parce que dans les salles d'eau, par exemple, les salles de bain, parfois on trouve des chauffe-eau, on trouve des équipements électriques. Et, et dans ces salles de bain aussi, les personnes sont mouillées. Donc la résistance de la personne, elle est faible. Euh, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le risque d'électrocution est plus élevé dans ces endroits, d'où cette sensibilité de 30 milli. Et on a mesuré, la résistance d'être humain mouillé se trouve entre 1600 et quelque chose ohms. Donc, ça revient à toujours à réduire cette tension de 500, tension de contact de 50 volts. Et parfois, quand on a des dispositifs comme les chauffe-eau, par exemple, qui sont dans la zone euh, euh, accessible, par exemple, quand on se lave, c'est là où les sensibilités même de 10 milli sont installées. Donc ça, et on les installe parce qu'on n'a pas d'autre choix, par exemple. Sinon, ces équipements qui se trouvent dans des régions où la personne peut les toucher doivent être enlevés. Donc c'est pour ça que il y a il y a un standard dans un salle de bain. On l'a divisé en plusieurs zones. Il y a des zones où on ne peut pas installer un équipement électrique pour éviter ce risque d'électrocution. Dans le cas où ce n'est pas possible, parce qu'il faut protéger, c'est là où on va descendre la sensibilité même à 10 milli. Mais circuits qui donnent sur les salles de bain sont protégés aussi par
par les dispositifs de 30 000, en plus de la mise à la terre. Oui. Est-ce que c'est clair? Sidi, Abbas? Ah, ok. Je pense que c'est bien Oui, compris. je me suis. Ok. Ouais, je me suis. Je posais la question si c'est bien compris. Ouais, c'est bon. Bien compris. Ok, très bien. Donc, on a parlé de ça. On a parlé des protections miniatures. Là, Excusez, on voit. Sorry, c'est excusez. Emmanuel? Oui, Oui, j'ai une préoccupation ou un éclaircissement oui, par oui. rapport aux interrupteurs différentiels. Ouais. Bon, souvent quand on utilise ça souvent, bon, on recommande toujours de brancher les nêtres à gauche, la phase à droite. Il arrive que l'on puisse avoir des défauts et Mhm. l'on recherche, mais pour assurer d'abord la continuité, on inverse. Souvent, on met la phase à gauche et les nêtres à droite. Et là, l'interrupteur ne joue pas son rôle, malgré que le Euh, défaut est toujours là. Vous pouvez euh, m'expliquer quelle est la raison par rapport à ça? Ce que je sais, c'est qu'il y a un sens. Il y a un sens et c'est indiqué normalement la plupart du temps. Donc, pour brancher le différentiel, tu suis les 3 phases, plus le naître la plupart du temps. Je pense que c'est Schneider ou c'est Schneider, c'est c'est à droite, je pense. Mais ça dépend du fabricant aussi. Alors, ta question, c'est si on veut chercher un défaut, c'est dans ce sens-là? Oui, donc, lors de la maintenance, il arrive que l'on puisse ne pas permettre qu'il n'y ait pas continuité d'électricité, quoi. Mhm, Maintenant, en recherchant les défauts, par exemple, si on n'a pas trouvé, mhm. mais, mais on veut que le service continue à fonctionner. Donc, Oui, vous interchangez le neutre et la oui. phase. Bon, c'est pas vraiment. Bon, ça ne reste pas comme ça, mais c'est pour permettre d'abord, par exemple, quand il y a Mhm, euh, une intervention, par exemple, quelconque dans l'hôpital, mhm, dans les mhm. services, et que, comme je l'ai dit, il arrive que l'on fasse ça et ça passe, ce qui n'est pas recommandé, bien sûr. Euh, C'est possible, parce que là, tu es en train de jouer avec le capteur qui est à l'intérieur. Tu es en train ouais, de jouer avec le sens de courant qui passe dans le cap. Mais ça c'est la première fois que j'entends ça, hein. Ça, je vais poser ma question à mes collègues aussi, hein. Parce que là, je dirais que là, tu inverses le sens et le capteur, peut-être, il ne réagit pas dans ce sens-là. oui, dans ce sens, oui. Euh, Bon. hein. Luc, l'expérience? Bon, oui, moi, plutôt, ça ne fonctionne pas pour moi, je n'ai jamais eu aussi ces cas, parce que, Mhm, bon, moi, je les comprends comme, même si l'essence est versée, c'est quand même le courant, les différentiels, Le- lui, il va savoir, le courant mhm. qui vient Qui d'entrer, vient, ce n'est qui plus le sort, même qui est sorti, qui donc, peu qui est importe sorti. l'essence. Pour moi, c'est comme ça que je les comprends, je ne sais pas, ça Moi, ne m'a jamais arrivé, mais, En c'est tout pour ça que je cas, dis, selon mon expérience, oui. souvent ok. les disjoncteurs, les interdits, les grands et Schneider, Mhm, il arrive que ça n'arrive pas à détecter cette fuite-là. Est-ce que tu as essayé, Ça m'a Luc? déjà arrivé plusieurs fois. Euh, c'est ça la réponse que j'ai cherché à savoir, l'essence là du courant. Ça, il faudra approfondir ça.
Oui, Mais merci. comme Rick vient de dire, normalement, le principe, c'est que je regarde ce qui rentre et ce qui sort. Je fais la différence. Mhm. Et Mhm. s'il y a une Moi aussi, j'avais différence, une question après. ouais. Mhm. Mais ça, je vais poser Après la la question. question d'Emmanuel. Je vais poser la question à mes collègues aussi, comme ça, parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, Mhm. ça, on va voir dans quel sens ça se fait. Oui. Eric? Olivier, moi aussi, j'ai une question. Oui. C'est en rapport avec la sensibilité du Mhm. différentiel qui dépend de la tension de la tension de sécurité et de la résistance. Des Je sorts, voulais oui. savoir si, par exemple, la Terre est mal Ouais. faite et Ouais. que il y a une grande résistance. Non, il y a une petite, c'est une grande résistance. Donc, c'est C'est un plus de gain. 100 ohms, quoi. OK. Euh, Est-ce que cela veut dire que, euh, que, euh, que les disjoncteurs ne coupera jamais, ou bien il va chaque fois beaucoup couper, je sais pas. Bon, Les différentiels là. non, non, non. Euh, Ça, c'est au niveau, comme je viens de dire, ça, c'est au Mhm, niveau de protection principale. Donc, si, euh, si la résistance est mauvaise mhm, et que ta sensibilité est élevée, par mhm. exemple, donc il y a des chances que la tension de contact peut monter au-delà de 50 volts. Oui, Tu vois? Donc, c'est pour ça que la Terre, j'insiste là-dessus, c'est aussi un dispositif de protection principal même pour les humains, pour protéger les gens. Parce mhm, qu'une mauvaise Terre, ça veut dire une grande résistance. oui, Une grande résistance, un courant qui passe là-dedans, c'est une tension qui est présente. oui. Et cette tension, si elle dépasse les 50, qui est la limite pour la protection des gens, et on peut avoir des conséquences de l'électrocution, quoi. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça qu'une mauvaise telle, Oui. c'est un danger aussi pour les utilisateurs. Donc, si je comprends bien, Hmm. les différentiels ne vont pas réagir vite, Par quoi. exemple, Oui. oui, oui, tout à fait. Ok, c'est bon, merci. Par exemple, je te donne un exemple ici, mais ça, on va dans l'industriel, quoi, par exemple. Et il y a les Mhm. différentiels qu'on peut, encore une fois, pour avoir cette sélectivité, et il y a les différentiels qui vont être réglés à 1 ampère, par exemple. Tu vois? Mais ça veut Oui, dire quoi? oui, Ça oui. veut dire que la résistance de la Terre doit être plus faible possible. Mhm. Donc, c'est ça, c'est avec ça qu'on doit jouer. Donc, c'est pour ça que, obligatoirement, le gestionnaire de réseau, il doit vous mesurer la Terre et vous dire, OK, voilà un différentiel qui vous convient. Ok, Hmm. merci. Ouais. J'ai une question là par rapport OK. à la protection. Ouais. Et bon, chez moi à la maison, la dernière fois, c'était il y a de cela une semaine. Mhm. Et il y a une mauvaise qualité de charge de prise. Tout à fait. Que mes voisins ont amené une prise et ils ont mis deux, trois, je ne sais pas, téléphones sur les charges. Mhm. Et une fois, moi, je n'étais pas là à la maison. Et les prises là a déclenché un court-circuit et qui a fait même l'autre là, a fait une feu, Ouais. un petit incendie. Ouais. Mais malgré que il y a les tableaux qui est là, tous les systèmes de protection qui sont installés, Hmm. rien n'a déclenché. OK. Rien n'a sauté, rien n'a sauté. euh, et les gens ont éteint les feux avant d'atteindre la maison. OK. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Luc? Tu peux avoir une idée? Ou Emmanuel? Moi, j'ai pas bien compris les cas. Pardon, je Le m'excuse. cas, c'est que dans sa maison, ils ont amené une prise. Donc, la prise était connectée dans la maison, dans le mur, en fait, non? C'est ça. Et puis,
ou c'était une extension, câble d'extension Non, 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 à c'était base? sur les branchements. Sur les branchements, c'était branché sur les prises. C'est au mur. Sur la... Ouais, ouais, au mur, aux prises. OK. Donc, Quelqu'un a une idée? et ils ont branché Oui. les mauvais, l'autre là, multiprise. OK. Donc, le Que- multiprise a pu faire. OK. Est-ce que quelqu'un a une Hmm. idée de ce qui a pu Oh, se passer ici? oui, oui. Emmanuel? Bon, selon moi, euh, pour ces multiprises-là, je peux dire que c'est un mauvais contact. Il y avait Exact. ce qu'on appelle un arc électrique. Parfois, il arrive que, comme l'a dit Olivier, il faudra vraiment vérifier dimensionner bien vos DMT, disjoncteurs mantothermiques, pour voir ces problèmes-là, soit court-circuit ou surcharge. Donc, en soi, c'est les mauvais contacts de vos trois chargeurs-là qui ont causé ça. C'est selon moi, oui. Euh, Est-ce que la question que je pose ici, on va le voir peut-être un peu plus tard, c'est que on voit partout des multiprises qui peuvent accueillir plusieurs types comment on appelle ça, Euh, de connecteurs, par exemple. Il y a des prises qui peuvent utiliser tu vois, les bouts, les embouts là, européens ou britanniques. Et ces multiprises, quand tu connectes euh, un chargeur ou un truc, il y a un jeu. Vous le sentez qu'il y a un jeu que ça ne tient pas bien dans la multiprise, ou même dans la prise. Ça, c'est quelque chose qui, le faux contact, comme on avait fait, vient de l'expliquer, c'est quelque chose qui peut créer un faux contact, et là, ça peut créer des arcs. Et si le câble n'est pas de bonne qualité, ou le matériel n'est pas de bonne qualité, cet arc peut déclencher le feu. C'est ça la plupart du temps qui déclenche le feu dans les maisons, en fait. C'est cette qualité des multiprises. Et aussi, ça peut être aussi au niveau des prises. C'est pour ça que dans nos structures, où la plupart du temps les gens vont et branchent des équipements avec force, c'est de temps en temps, c'est de repasser et de revérifier les connexions. Pour éviter, c'est quoi? Ces faux contacts qui peuvent créer des arcs et ces arcs peuvent déclencher des incendies. Pourquoi le disjoncteur n'a pas détecté ça? Parfois, le disjoncteur, lui, il a une plage de fonctionnement. Donc, il peut laisser une surcharge pour un temps donné et le court-circuit instantanément. Donc, le disjoncteur peut le voir comme une surcharge, mais il va pas, dès que ça n'atteint pas la valeur dans laquelle il est dimensionné, le disjoncteur peut ne pas déclencher, mais avoir des incendies, parce que cet arc a créé l'incendie déjà. L'autre point, c'est la qualité des dispositifs de protection. C'est pour ça que quand on est sur le terrain, si on n'a pas un distributeur agréé pour le matériel de protection, on n'achète pas les équipements qu'on trouve sur le marché, par exemple. Dans d'autres cas, on fait une commande internationale et on a un petit stock pour nos structures. Je pense que, en tout cas, d'après la description que tu viens de donner, c'est ce qui aurait pu se passer. OK, on continue. Je pense que ici, on a un fusible et un disjoncteur. Comment ça fonctionne? Ici, quand on dit un disjoncteur qui protège contre le court-circuit et les surcharges, ça veut dire quoi? Une idée? Euh,
Pour une surcharge, Hmm. on peut dire que c'est une élévation du courant qui peut être dit soit à un branchement de plusieurs équipements au même moment. En bref, O- Ok, très bien. Donc, le disjoncteur a cette fonction-là de détecter les surcharges et les courts-circuits. Donc, à l'intérieur, il y a la partie qui qui va servir pour détecter les surcharges, c'est la partie thermique. Donc, c'est cette partie thermique qui va faire en sorte que si, en fonction du courant qui passe, cette partie va se chauffer. Et s'il chauffe, il va faire une déformation euh, qui va déclencher le dispositif de protection. Mais ces courants, ça veut dire, par exemple, si tu as un disjoncteur de 16 ampères, peut-être il va laisser 5 à 10 fois euh, sur le courant nominal. Cette charge, mais pour un temps donné. Et si c'est un court-circuit, normalement, ça doit être instantané. Parce que le court-circuit, c'est ce qui est le plus dangereux, en fait. Donc, ça doit être instantané. Et ça, c'est détecté par la partie magnétique. C'est pour ça que vous avez un disjoncteur thermomagnétique pour ces deux rôles-là. Le côté magnétique, c'est c'est- c'est la bobine ici qui est ici qui va faire le travail euh, par rapport au calibrage de votre disjoncteur. OK. Tantôt, j'ai dit que on protégeait aussi le câble. Pourquoi? Parce que si le disjoncteur est surdimensionné, donc ça veut dire que le surcharge, vous voyez ici qu'on peut aller jusqu'à 5 à 10 fois le courant nominal. Par rapport au câble, le câble, il ne sera plus protégé, donc il va chauffer. Quand le câble va chauffer, ça peut créer aussi des incendies. Donc, il faut faire attention quand on dimensionne pour veiller à ce qu'il y ait une correspondance entre le dispositif de protection et le câble. Et ici, encore une fois, euh, les câbles ont une résistance. C'est du matériel qui est caractérisé par une résistance. Mais cette résistance aussi augmente. Par exemple, si la longueur augmente, la résistance diminue avec le diamètre. Donc, c'est pour ça que plus on va utiliser les disjoncteurs de grande capacité, plus on va augmenter aussi la taille, la section du câble. Ça, c'est pour éviter quoi? C'est pour éviter cette euh, résistance avec le courant par l'effet Joule qui va créer la chaleur et le risque d'incendie. Je pense que maintenant, on connaît les principaux dispositifs de protection qui sont donc, jusqu'à maintenant, on a vu les disjoncteurs, les interrupteurs différentiels. Et j'ai dit que parfois, on associait dans un même appareil un dispositif qui va faire la protection contre les surintensité et le surcharge. Bon, le surcharge, vaut mieux parler de court-circuit et de surcharge. Et en associant avec un dispositif différentiel, et là, ça devient un disjoncteur différentiel. Maintenant, on va voir comment on peut les, euh, euh, les installer ou les utiliser dans les circuits électriques. Ici, on parle encore un minimum qu'on doit trouver dans un tableau électrique. On a parlé donc des disjoncteurs principaux. Ici, on a parlé aussi de différentiels qui sont associés. Et ici, on voit maintenant les circuits qui vont vers les utilisations, qui sont les circuits pour l'éclairage, les prises, pour la plupart du temps. Et
En fonction donc de la puissance, c'est ce que je disais. Donc, on doit choisir un disjoncteur qui est capable, qui est dimensionné pour protéger par rapport à la puissance disponible et le câble qui va avec. Ici, il y a un tableau pour éviter de faire des calculs qui vous permet de voir la correspondance entre la capacité du disjoncteur et le câble à utiliser, la section euh, autorisée pour ce courant, et la taille, et le calibre et la sensibilité du différentiel. Est-ce que quelqu'un ici voit euh, un- une différence entre le dispositif de protection et le différentiel? Si on vous met devant vous un dispositif, un disjoncteur et un différentiel, vous pouvez les différencier? Vous pouvez dire ça c'est ça c'est un différentiel, ça c'est un interrupteur différentiel. Pardon, ça c'est un disjoncteur et ça c'est un différentiel. Oui, bien sûr. Déjà, visiblement, déjà, quand tu vois, par exemple, les deux premiers disjoncteurs qui sont là, pour différencier les On va, différentiels de... oula. uh-huh. Ah. Voilà, un différentiel. Continue, continue s'il te plaît. Bon, il faut déjà voir, tu peux déjà voir les boutons test. Ça ne se trouve pas sur un disjoncteur magnétothermique. Et Exactement. aussi, s'il faut regarder aussi les écrits qui sont dessus, tu verras OK. aussi la sensibilité des 30 milli. Si c'est un disjoncteur, bon, bien sûr, il y aura aussi une courbe. Mais si c'est un Exact. interrupteur différentiel, il n'y en aura pas. Hum, Voilà quoi. Exact. Voilà. Hmm. Donc ici, ça, ce sont les différentiels ici. Et on a un bouton test. C'est ça, visuellement, c'est ça qui permet de dire, ah, même si tu ne sais pas si c'est un disjoncteur différentiel ou quoi, mais tu sais que visuellement, là, ce qui est en face de toi, ça a une fonction différentielle. Mais quand tu t'approches, comme tu viens de dire, tu peux voir les écritures. Pour un disjoncteur ici, tu vas voir la courbe. La courbe, ça, c'est pour quelle courbe le disjoncteur a été conçu. Il y a les courbes B, il y a les courbes C, mais ça, c'est les choses qu'on voit. Par exemple, pour un disjoncteur, la nomenclature va commencer par un C20 ampères. Donc, ça, c'est le courbe C. Peut-être, si j'ai le temps, je peux vous montrer plus tard. Et pour le différentiel, vous allez voir justement 40 ampères ou 25 ampères euh, sur les indications et la sensibilité qu'on a parlé de 30 ampères. Donc, ici, euh, il y a quelque chose qu'on doit faire attention quand on choisit le différentiel. C'est quoi? Disons que j'ai un, di- j'ai un disjoncteur de 20 ampères et je vais associer un différentiel. Je vais installer un différentiel. Comment est-ce que je vais choisir le différentiel? Faut que les calibres différentiels soient supérieurs Très bien. pour Donc, supporter la charge qui va avec. très bien. C'est ça, c'est ça. Donc, le calibre du différentiel doit être toujours supérieur au calibre du dispositif principal, de protection principale. Parce que, qui sait dire pourquoi? Oui, Oui, parce que Eric. les différentiels, l'interrupteur différentiel, lui, n'est pas sensible au quoi, aux surcharges et au court-circuit. Du coup, s'il y a une surcharge qui dépasse son calibre, par exemple, si c'était de 40 ampères, Ouais, s'il y a une surcharge qui dépasse son calibre,
il va être obligé de supporter ça et ça peut les cramer. Tout à fait. S'il est inférieur au calibre du disjoncteur général, c'est dangereux. OK. On vient de le voir que les dispositifs de protection principal laissent passer une surcharge pour un temps donné. Et cette surcharge, si le différentiel ne peut pas supporter cette surcharge, celui-là va être détruit et, et ça peut provoquer des incendies. Mais parfois, il y a une mauvaise conception pour les électriciens. Ils disent, non, plus je choisis un calibre moins important, plus je protège les gens. C'est pas vrai, c'est pas ça. Donc, ici, s'il y a un message à donner, c'est que la capacité du différentiel doit être toujours supérieure à la capacité du disjoncteur principal associé. Donc ici, on a 25 ampères. Ici, on a du 20 ampères. C'est dans ce sens-là. Donc, il faut faire attention pour que la capacité du différentiel soit toujours supérieure à la capacité du disjoncteur principal, car ce différentiel n'a pas de pouvoir de coupure. Donc, et ici, on peut distribuer maintenant. Donc, on peut protéger les circuits. Donc, on protège tous les circuits qui sont connectés ici. Ça peut être le circuit de lampe, prise et autres. Et dans la littérature, enfin, en tout cas pour le grand, il recommande de ne pas dépasser 8 circuits par différentiel. Et si ici aussi, on a d'autres associations qu'il faut vite fait, quand tu te retrouves sur un tableau électrique, tu peux vérifier si ton installation euh, remplit le minimum, a un minimum protégé, au minimum, en faisant cette correspondance entre le calibre de tête, le câble que tu utilises, et puis enfin, euh, le différentiel et sa capacité ainsi que sa sensibilité. Et pour les circuits d'utilisation générale, encore une fois ici, on va respecter les sections des câbles. Si on utilise par exemple pour l'éclairage un 10 ampères, on va garder ici 1,5 mm² pour le câble. Et puis pour les 16 ampères, on peut aller jusqu'à 2,5 mm². Donc chaque fois, il faut pouvoir faire la correspondance entre la puissance et la section de câble. Et ici, par exemple, on a des circuits qu'on appelle spécialisés. Et quand on parle de circuits spécialisés, ça veut dire que c'est des circuits qu'on va tirer directement du coffret vers l'utilisation, vers l'appareil, par exemple. C'est quoi, par exemple? Ça me donne une idée. La Des circuits clim, spéciaux. La clim, par exemple, la clim, ouais. la clim, tous les gros consommateurs, en fait, on préfère avoir un circuit qui va venir directement du tableau électrique vers l'appareil. On appelle ça les circuits spécialisés. C'est les clims, les autoclaves, quoi encore, les machines à laver, les fours, par exemple, en domestique. Donc, et ça, il faut chaque fois regarder la puissance de l'appareil et adapter la section de câble et la protection qui va avec. Donc, ça, c'est des choses qu'on contrôle quand on veut évaluer une installation électrique. Donc, si dans votre tableau, vous avez ce minimum, alors vous pouvez dire que au niveau protection, l'installation est protégée. Dans les dispositifs de protection, quelqu'un a parlé de parafoudre. Euh, Est-ce que euh, quelqu'un peut expliquer quel est le rôle des parafoudres? Les rôles du parafoudre, c'est
Et, c'est protéger l'installation ou les équipements contre les décharges, donc contre les décharges atmosphériques. Donc, c'est en canalisant les courants là vers la Mm. Terre. C'est ça en bref. Encore une fois Mhm. ici, je reviens là-dessus. Le message aujourd'hui, ça va être l'importance de la mise à la terre. OK? Parce que tu ne peux pas installer un, 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 un parafoudre sans avoir une bonne mise à la terre, sans avoir une mise à la terre bien effectuée. Donc, comme tu dis, ça va protéger les subtensions contre les subtensions d'origine atmosphérique. C'est-à-dire quand il y a la foudre, et la foudre s'accompagne euh, d'une subtension, d'un pic de tension qui peut endommager les appareils. Mais comment ça fonctionne, c'est que les parafoudres, quand ils voient cette subtension, ils créent un chemin vers la Terre. Donc, ils évacuent le surplus, enfin, si je peux appeler ça le surplus, le courant vers la Terre. Donc, les circuits qui sont derrière ce parafoudre sont protégés. Il n'y a pas cette propagation de la surtension euh, euh, qui se propage vers les appareils. Donc ici, on a plusieurs types de parafoudres. Il y a le type 1, type 2. C'est lié au niveau d'énergie qu'ils peuvent diriger vers la Terre. Et le type 2, le type 1 plus type 2, c'est plutôt dans les panneaux principaux ou les tableaux euh, principaux de protection où on va mettre ça à l'entrée. Et puis, au fur et à mesure qu'on va vers l'utilisation, on, on va mettre, par exemple, dans les tableaux secondaires, les types 2, et puis vers l'utilisation, pas à côté de l'appareil même, on va utiliser les types 3. Et comment on intègre dans le circuit existant? C'est que ici, par exemple, on arrive avec un câble d'alimentation et ce câble d'alimentation, il y a une dérivation qui va aller sur le côté parafoudre et ce côté parafoudre, on a donc la phase neutre et puis à la sortie, on va relier ça à la terre. Donc, quand il y a un pic de tension qui va arriver, celui-là, il va passer par ici et le système qui est ici va créer un système un chemin pour évacuer la surcharge, enfin, cette subtention vers la Terre. Et c'est souvent associé à un disjoncteur ou un dispositif de protection qui permet de déconnecter le parafoudre, par exemple, pour remplacer les cartouches, parce qu'à un certain moment, ces systèmes ici, ils vont être usés et ne plus pouvoir protéger. Donc, ils ont une indication qu'on voit ici qui permet de savoir s'ils sont toujours en bon état ou s'il faut les remplacer. Quand il faut les remplacer, donc il faut faire cette manipulation par déconnexion et on remplace euh, les cartouches de votre parafoudre. Est-ce que, avant de continuer, y a-t-il des questions sur, parce que j'évite d'aller en détail sur ce dispositif, mais est-ce qu'il y a-t-il des questions au niveau compréhension? Non? Je prends ça comme un non et puis on peut continuer. Euh, on a parlé de... Excusez, Oui, c'est... euh, oui, bon, moi, c'est Mehdi. Je suis superviseur énergie au sein des MSF, MSF Espagne, quoi. J'avais Ok, une question par rapport à ça, oui. ouais, Il y a un manuel que CICR et MSF bon, avaient publié par rapport aux ouais, différents normes et standards MSF sur les terrains. ouais, ouais, Il y a au niveau du tableau, il y a une partie là au niveau du tableau du TGBT, tableau général basse tension. Là, on ouais, ouais, montre comment est-ce on peut placer des équipements de protection. Entre autres, hmm, il y a d'abord, dans les brochures là, j'oublie la page, mais bon,
quand je vais me rappeler, je vais revenir sur ça. On met Je le peux envoyer un disjoncteur message principal. aussi, oui. Oui. Oui, oui, on met un disjoncteur principal de tête. Mhm. Et après, on descend dans un interrupteur différentiel 300 mA. Mhm. Sortie interrupteur différentiel 300 mA. Mhm. On met maintenant les parasubstantiels, les parafoudres. Tout Et après à fait. parafoudre, maintenant, oui. Donc, à la sortie de l'interrupteur différentiel 300 mA, une partie des vibrations va au niveau du parafoudre et l'autre descend au niveau de l'interrupteur différentiel de 30 mA maintenant. Mhm. Et après, on Mhm. distribue aux différents circuits. Est-ce que ça aussi, ça passe? Parce que ça, je vois qu'on sort directement du disjoncteur principal et sorti du disjoncteur principal, on entre directement dans les parasubstantiels. Par rapport à ces deux systèmes, est-ce qu'il y a une différence ou comment? Ça dépend de ta configuration, en fait, la configuration de ton schéma de distribution. Par exemple, tu peux avoir plusieurs différentiels dans ton tableau, pas un seul Oui, différentiel. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un distributeur. oui, OK. Donc, tu vas connecter tu vas mettre, à venir avec un disjoncteur principal, connecter un distributeur tétrapolaire, par exemple, où tu vas ok. raccorder tous tes différentiels. Par exemple, si tu as opté pour un différentiel par phase, par exemple, ou si tu as, OK, je vais mettre trois différentiels ou deux différentiels pour avoir comment on appelle, une discrimination un peu plus élevée. Donc, à ce moment-là, tu changes, comment dire, attendez, je vais juste revenir sur le schéma ici. C'était ici, tu vois. Donc, supposons qu'on a encore une ligne avec un différentiel qui se trouve ici. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Euh, je vais mettre ici, c'est pas par ici. Ici, je vais mettre mon distributeur tétrapolaire ici. Tu vois. Et à partir de là, je peux connecter mes différentiels et avoir aussi comment on appelle ça? Mon parafoudre qui est raccordé aussi. Est-ce que Oui, ouais. c'est pas vraiment compréhensible, mais quand même, bon, je voulais juste avoir une précision par rapport à ma question. Parce que Ouais. je dis, il y a le Là, disjoncteur principal, là, disjoncteur de tête. tu veux Oui, connecter le oui, je dis parafoudre ceci. ici. Oui, au niveau des TGBT, les tableaux Oui, oui, général de basse tension, avec oui. le manuel ACICR, MSF sur Oui, terrain. oui, oui, Oui. oui, Sortie disjoncteur de tête, principal oui, de tête, on entre oui. dans l'interrupteur différentiel 300 milli. Différentiel. Oui, oui. 300 milli. Ah oui, Sortie différentielle 300 milli, c'est là où on connecte maintenant les parasubstantiels, les parafoudres connectés maintenant à la sortie. Et en oui, dérivation, il y a aussi maintenant d'autres interrupteurs différentiels de 30 milli qui suivent, et après les disjoncteurs MT, oui, magnétothermique, quoi. oui, oui. Je dis que ça aussi, c'est bon, ça va, la configuration là aussi, ça passe. Oh, oui. Parce que je vois que c'est des choses différentes. Non, 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 ça va aussi. Mais le problème, c'est que il y avait un type de parafoot. Dès qu'il y avait le parafoot déclenché, il y avait aussi le différentiel qui déclenchait. Mais parfois, maintenant, en tout cas, pour le grand et le Schneider, il spécifie que ça n'a pas d'impact sur le différentiel ici. Ah, ok, Là, ça si va. j'ai bien compris, ça c'est au niveau tableau principal. C'est des Oui, tableaux principal, pas tableau dans les général basse tension. Non, non, pas tableaux dans les général basse tableaux des. tension, Oui, pas les oui. tableaux secondaires. Non, non, Oui, pas oui. les tableaux secondaires. OK. Ça, oui, ça, on met ça ici. Et ici, pour moi aussi, c'est aussi valable. Mais ici, ça avait ce problème de fait déclencher le différentiel ici. Donc, quand le parafoudre fonctionnait, il déclenchait automatiquement le différentiel aussi. Les différentiels, oui. Oui, oui.
Donc, bon, et on, mais ça dépend, moi je pense que ça va dépendre de comment tu vas faire ton arrangement. Mais aussi c'est possible, oui. Si. Et par rapport à ces déconfigurations, vous en étant expert, bon, vous nous conseillez quoi, par exemple, au niveau des Euh, tableaux général basse tension, par rapport à la moi, configuration actuelle et, aux différentes mises à jour des moi, procédures et protocoles? Voilà. je mets toujours ça ici, en dessous Le disjoncteur principal. des disjoncteurs principaux. Mais Ok, ça. le problème, c'est quoi? C'est que quand tu es dans les TGVT, Oui, de grande puissance, maintenant, on préfère utiliser un seul dispositif, un disjoncteur différentiel. Ouais, ça, donc, on remplace ça par un seul appareil. Et si on remplace ça par un seul appareil, le seul endroit, donc ça devient ici. oui, c'est ça. Ouais, ouais. Parce que c'était ça la question qu'il voulait suivre. Maintenant, heureusement, vous avez répondu par rapport à ça. OK. Oui. D'autres questions? Mais sinon, tu disais c'était dans ICRC, MSF et ICRC. Oui, oui. Oui, oui, MSF, Euh, CICR. OK, Oui, oui. je vais Vous allez voir, vous savez voir la page là, c'est bien spécifié. Comment est-ce qu'on peut, on peut placer les équipements de protection dans un tableau général basse tension? Ouais, tout Il à y fait. a, oui, il y a des schémas, il y a aussi des photos qu'ils ont mis là-bas, c'est ce qu'on Ouais, doit faire. Maintenant, c'est pour ça que je pose je, la question par rapport à ça. Parce je qu'il y a là, vois. on utilise les disjoncteurs différentiels. Mhm. Et parce que si on utilise les disjoncteurs différentiels, donc les parafoudres vont suivre directement les disjoncteurs Ouais, différentiels. Mais si ouais. on utilise Donc, des dispositifs différents, disjoncteurs à ouais, part, interrupteurs à part, ouais, automatiquement, ça me dit qu'on doit suivre l'interrupteur. Les ouais, paracircuitants doivent suivre l'interrupteur différentiel. ouais. Mais avec Oui, ce risque, j'avais, enfin, d'expérience, le retour, c'est que ce risque était là de déclencher quand il y a le parafoot qui fonctionne aussi. c'est ça. Hmm. Donc, mais pour le moment, quand je vois que dans les spécifications techniques pour les parafoudres Schneider et Legrand, ils disent que non, ça n'a pas d'impact pour le différentiel de tête. OK. Donc, bon, on va maintenant partir sur les protections d'équipements sensibles. Quand on parle d'équipements sensibles, qu'est-ce que vous entendez au fait par ici? Quand on parle des équipements sensibles, on Oui, parle surtout des équipements qui doivent, qui ne supportent pas des coupures, beaucoup de coupures d'énergie. Donc, ils doivent rester toujours alimentés. pareil. Et Ouais. il y a cet aspect. Et Mhm. quoi d'autre? Quelqu'un d'autre peut nous donner une idée? Comme Luc vient de dire, il y a cet aspect donc on a parlé ça la fois passée, quand on parle de la qualité et la disponibilité de l'énergie. Donc, il y a les appareils, surtout ici, quand on parle de disponibilité, c'est-à-dire on doit avoir l'électricité disponible à tout moment. C'est dans les services comme les urgences, les services comme salle d'opération. Donc, ces services qui exigent de l'électricité permanente. Mais aussi, il y a l'autre aspect, la qualité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les appareils qui ne supportent pas les fluctuations en termes de tension, mais aussi la fréquence. Comment on va les protéger? Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle des équipements sensibles. Euh, donc, pour ces équipements, on va voir
quels sont les dispositifs à mettre en place? Une idée? Oui, Hmm. pour être sûr que les équipements ont une bonne qualité d'énergie, donc on va utiliser des limiteurs de tension et des stabilisateurs. OK. Et pour protéger contre les coupures, certains équipements ont des coupures brusques et tout, on utilise des UPS. Exactement. Donc, si on va regarder de classification, on peut commencer par le limitaire de tension. Et quelle est la différence entre limitaire de tension et stabilisateur? Les limiteurs, lui, ce qu'il fait, c'est il y a donc des limites, quoi. La limite inférieure et la limite supérieure. Donc, quand la tension est, par exemple, en dessous de la limite inférieure, il doit couper. Donc, il y aura absence à la sortie. Et puis, lorsque la tension est supérieure aussi à la limite supérieure, il va encore couper. Tandis que les stabilisateurs, lui, il a aussi cette fonctionnalité de compensation, d'élévation, tu vois, les transformateurs élévateurs à l'intérieur, qui peut, euh, qui peut pousser un peu, tu vois, par exemple, si c'est stabilisateur, lui, sa limite inférieure, s'il peut élever à partir de 130 volts jusqu'à 230, lui, il va ajouter quoi. Et quand il y a quand la limite supérieure est atteinte, il va diminuer. Il va les diminuer, il va jouer un peu comme les limiteurs. Non, non, pas comme les limiteurs. Il va diminuer ça pour garder toujours la bonne tension à la sortie. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair. Oui, je vais compléter ce que tu viens de dire, mais c'est ça la logique. Donc, on va voir que ces limiteurs de tension, ils sont là pour les équipements qui n'ont pas besoin de fonctionner tout le temps. Par exemple, on peut les utiliser pour les frigos, par exemple. Un frigo n'a pas besoin de tout le temps fonctionner. Donc, on peut couper l'alimentation pour quelques temps, le temps d'attendre que la tension se trouve dans la bonne plage. Comme tu viens de dire, il y a ces limites inférieures. La limite inférieure ici pour les Solatec, ici, c'est défini entre 185 pour la limite inférieure et pour la limite supérieure à 260 volts. C'est-à-dire que tant qu'on est dans cette plage, ton équipement est alimenté. Mais en dehors de cette plage, Je ne vois pas l'écran là. Pardon de t'interrompre. Moi, je vois que on est sur le dispositif de protection contre les surtensions. Je ne il n'y vois a pas, pas. il y a- Je ne il y suis a- pas à la il même page. n'y a Pardon. pas, tu ne vois pas de Je ne changement? sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi, je suis encore sur les dispositions de protection contre les No, surtensions. una Hein? protección des équipements sensibles. Ah bon? Donc là, c'est ma Ouais, Hein? connexion, alors désolé. à mon avis, Ok. peut-être que ça n'a pas Tout le actualisé, monde voit mais ça. bah, moi, je vois protection des équipements Les écrans sensibles. sensibles. Et tu vois les changements que je suis en train de faire. Oui, Oui, nous aussi, on Ok. voit. Hein. Ok. oui, Donc, C'est ma connexion. désolé. Ouais. désolé. Donc, je disais quoi, comme tu l'as dit, donc c'est limite inférieure et limite supérieure. Mais tant qu'on se trouve dans cette limite, dans cette plage de fonctionnement, ton équipement continue de fonctionner. En dehors de ça, il n'y a pas d'électricité pour cet équipement. Donc, on protège l'équipement. Ce qu'on peut utiliser, on utilise ce dispositif pour les frigos. Je disais, les frigos n'ont pas besoin de fonctionner tout le temps. Hein. Donc, parce que le compresseur, quand le frigo est à la température de consigne, on est à la température de consigne, même le compresseur s'arrête. Donc, le frigo, c'est un bon, enfin, c'est l'appareil pour lequel on peut utiliser les limites de tension. Comme tu l'as dit, les limiteurs de tension et les stabilisateurs n'ont pas le même rôle, mais ils protègent aussi ces équipements sensibles. Mais lui, ici, le stabilisateur, il va faire en sorte que la tension soit toujours constante. Et malheureusement, il y a plusieurs types
stabilisateurs. Il y a des stabilisateurs à moteur où c'est le moteur qui... Parce qu'à l'intérieur, il y a un autotransformateur. Vous les entendez, il y a un moteur qui tourne pour changer la position sur le transformateur. Mais ils ont un temps de réponse lent. Il y a d'autres qui sont électromécaniques et vous les entendez quand ils fonctionnent. Vous entendez des tac, 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 tac. Ça, c'est les systèmes je dirais, électromécaniques. Et il y a maintenant le système qu'on a sur la tech qui sont computer-based. Donc, on n'entend pas ce bruit parce que c'est de l'électronique de puissance. Et donc, la différence, c'est quoi? C'est le temps de réaction parce qu'il faut un temps pour changer de position. Mais c'est pour toujours stabiliser la tension à la sortie par rapport à ce qu'on a à l'entrée. Donc, l'équipement qui est connecté via ce stabilisateur va avoir toujours la tension plus ou moins constante. Mais eux aussi, ils ont une plage de fonctionnement. Donc, en dehors de cette plage de fonctionnement, ils ne jouent plus ce rôle-là. Ils déconnectent complètement. C'est ça que j'ajouterais par rapport à l'explication de Luc sur la différence entre limité de tension et stabilisateur de tension. Et comme j'ai dit, ici, on intervient seulement, on vient parler seulement sur la tension. Mais il y a d'autres aspects, la fréquence. Donc, c'est là où maintenant, on va maintenant faire en sorte que et la fréquence et la tension soient tout le temps des valeurs constantes. Et là, on a le UPS. L'UPS, ici, on parle de UPS double conversion. C'est-à-dire que il y a une isolation entre la partie qui entre et la partie qui sort de l'UPS. La partie qui sort de l'UPS, ce sont les qualités, les valeurs qu'on veut pour nos équipements sensibles, c'est-à-dire cette tension et la fréquence qui est constante. Ce qui se passe à l'entrée, c'est-à-dire peu importe la tension qui est de l'autre côté, non, à la sortie, on veut voir cette fréquence et cette tension qui y arrive. Double conversion parce que on va d'abord prendre ce qui est sur le réseau, charger les batteries à l'intérieur, et puis de la batterie, fabriquer maintenant une tension et une fréquence propre, donc constante. C'est donc ces équipements qu'on utilise dans les salles d'opération, les urgences, mais aussi dans même principalement dans les laboratoires. Ok, donc c'est ça les appareils les équipements de protection qu'on a actuellement. Et ici, on ajoute que ces systèmes ne protègent pas contre les impacts de la foudre, directs de la foudre. Ça- Parce que c'est pas, même si pour les UPS, il y a cette, quand on commence à aller vers des puissances un peu plus élevées, la protection contre la foudre indirecte, il y a cette protection. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ces équipements de protection? Non? Ok. On peut passer maintenant à la sécurisation des installations électriques. Ça vous dit quelque chose, non? L'image derrière. Est-ce qu'il y a encore des projets comme ça? Bah, moi, On toujours, peut... l'image est en retard, donc je vais voir ça après. Alors, moi, de mon côté, je vois les inverseurs. Ce sont des inverseurs Ouais, manuels. ouais. Est-ce qu'il y a encore des projets comme ça où on a quand même changé, où on a Ah mis non, à jour non. les... Hein? On a changé tout ça. Tout ça, on a changé. Ouais, ok. Mais parfois, c'est des choses qu'on a, quand on prend un nouveau projet, c'est des choses qu'on trouve.
Et il faut changer directement parce que ces installations ne sont pas sécurisées du tout. Donc, comme on a dit, quel est l'objectif? On veut protéger les personnes et les biens. Par là aussi, éviter les incendies, surtout dans les pharmacies, parce que c'est là où le point sensible pour MSF, en tout cas pour les projets MSF, c'est là où on a constaté les feux, la plupart des feux qu'on a eu, c'était autour dans les pharmacies. Ici, éviter les électrocutions. Comment on évite les électrocutions? C'est d'éviter tous les contacts directs avec les câbles. Donc, ici, je reviens en arrière sur l'image ici. Et ici, on voit qu'on peut toucher, on peut toucher carrément les câbles. Et sont des câbles actifs. Donc, ça, avec l'électricité, le risque d'électrocution ici est très élevé. Donc, contact indirect avec l'électricité. Qu'est-ce que ça veut dire un contact indirect, par exemple? Quelqu'un a une idée? Contact direct, c'est quand tu touches directement un câble sous tension ou un élément sous tension qui est conducteur aussi. Donc, on touche et on est conducteur et on a ce risque d'électrocution. Un contact indirect, ça veut dire quoi? Oui, contact indirect, Hmm. c'est lorsque vous êtes en contact avec un équipement sous tension, un Euh, équipement dont ouais, la masse est sous tension, par exemple. exact. Et ça se fait par exemple, l'exemple le plus courant, c'est la machine à laver. Effectivement, oui. Euh, La machine à laver, tu viens, tu touches la machine et enfin, tu peux être électrocuté parce qu'il y a un contact avec interne. Ça ne se voit pas à l'extérieur. C'est un contact interne qui fait que la carcasse de la machine est sous tension. Et là, risque d'électrocution aussi. Et là, quelle est la protection qui devrait jouer? Il faut un différentiel. Ça, c'est le différentiel qui va protéger les gens contre et quoi d'autre? Et la mise à la terre aussi. Moi, Exactement. ok. La mise à la terre. Vous voyez, même, une question, ça c'est une question. Supposons que le, supposons que le différentiel est en défaut, mais on a une mise à la terre. Est-ce que la personne est protégée? Non, il n'est pas protégé car le Ah, différentiel ne va pas agir. oui, mais là, ici, comme on a dit, ah oui, Luc, Ah, je disais que c'est aussi dangereux parce que la personne va agir comme un conducteur. Donc le courant va passer ah, par lui pour rejoindre la terre. c'est là où maintenant je reviens encore avec la terre, la résistance qui doit être le plus bas possible. Si tu as un mauvais, la mise à la terre n'est pas bien effectuée et que la valeur est très élevée, la personne peut être électrocutée parce que la tension va dépasser les 50 volts. Mais dans le cas où la terre est bonne, l'électricité va préférer plutôt aller vers la terre que vers la personne. Donc, la mise à la terre et le dispositif différentiel, ce sont des choses qui doivent aller ensemble. La mauvaise qualité du matériau, enfin, ça c'est normal. Pourquoi? Parce que on parlait tantôt de quoi, des multiprises de mauvaise qualité, des choses comme ça.
Parfois, on a des adaptateurs qu'on trouve sur le marché, mais ça, c'est lié au risque aussi d'incendie, parce que ces adaptateurs, par exemple, si vous voulez adapter un appareil euh, qui a une fiche britannique vers une prise européenne, par exemple, et que parfois on a dans le commerce ces adaptateurs, mais ils ont leur capacité est trop faible. Quand vous les connectez, ils commencent à chauffer et parfois, parce qu'ils sont de mauvaise qualité, il peut y avoir du jeu qui va créer des arcs et les arcs qui vont donner un départ de feu aussi. Ça, c'est ce qui se passe la plupart quand et on le voit même sur dans certains projets euh, où on utilise ce type d'adaptateur. Donc, le risque de feu, là, c'est les courts-circuits. Les courts-circuits, normalement, on a le disjoncteur de tête qui devait fonctionner. Mais s'il n'y a pas cette adéquation, euh, course, calibre de disjoncteur, le câble qui va avec, c'est dans ce sens qu'on peut avoir des, 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 de départ de feu. La mauvaise conception, c'est lié à ça aussi, parce on n'a pas dimensionné euh, correctement l'installation électrique. La maintenance, euh, parfois, il- on demande aux électriciens de dépoussiérer, parce que la poussière aussi, c'est un problème pour nous. Dans les régions où il y a beaucoup de poussière, on demande de dépoussiérer si ce n'est pas euh, 3 à 4 fois par an. Euh, Ici, encore une fois, comment on se protège? On a dit, c'est le système de mise à la terre approprié, l'interrupteur de différentiel approprié, mais cet interrupteur différentiel aussi, euh, on doit faire une maintenance là-dessus et on doit retester régulièrement. La plupart du temps, ça, on oublie de le faire. Et c'est écrit là-dessus même, sur le différentiel, que ça doit être testé au moins une fois par... Quelqu'un a une par idée? semaine. S'il apparaît, c'est par semaine, mais tous les 3 mois, ça, c'est passable aussi. On conseille de faire le test une fois par mois. Mais si tu arrives à faire ça une fois par semaine, tant mieux. Donc, mais ce qui est recommandé, c'est une fois par mois, on teste le différentiel parce que ça peut tomber en panne et comme c'est un équipement sensible, il doit être changé au plus vite possible. Donc, en avoir en stock pour les électriciens. Donc, les dispositifs qui vont permettre de couper, enfin, de protéger contre le départ de feu, c'est ces dispositifs comment dire, les disjoncteurs principaux, mais on ajoute aussi les différentiels. Oui, tout à fait, ça c'est vrai. Par exemple, les différentiels de tête de 300 milli. Parce qu'on a constaté que le courant supérieur à 300 milli, des fuites de courant de 300 milli, peut donner à des départs de feu. Donc, ajouter un différentiel de 300 milli dans l'installation, ça permet aussi d'éviter les incendies liés aux installations électriques. Euh, Ici, équipement de bonne qualité. euh, les exemples ici, on donne, c'est l'utilisation. Vous savez, euh, dans le temps, on faisait les installations avec la toile isolante pour connecter les câbles ensemble. Maintenant, on commence à avoir des, des dispositifs mieux adaptés comme les Wago. Les Wago, je ne sais pas si quelqu'un déjà connaît ce qu'est les Wago, sinon les dominos. Mais après les toiles isolantes, on est passé par les dominos. Maintenant, on utilise maintenant les Wago. Est-ce que,
Vous savez ce que c'est les wagons? Sinon, je peux trouver une image. Non, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ok. Je vais chercher une image pour, euh, pour un wagon. Oui, et nous, de notre côté, on utilise aussi les Wago. Nous avons déjà Mhm. changé. Avant, c'était des dominos. Pour le moment, ce sont des Ouais, connecteurs Wago. Les connecteurs rapides du Wago qu'on utilise pour le moment. exact, exact. Oui. Donc, pour ceux qui ne sont pas électriciens, je vais juste montrer une image d'un wagon. Voilà, ça c'est bien. Ok, je vais changer ici. Je vais partager encore. Ça, c'est un exemple d'un wagon. Ah oui, 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 je vois, je vois. C'est... Ouais. Donc, par rapport au domino, c'est que le scellage n'était pas bien fait, mais ici, il y a des wagons qui sont adaptés pour les câbles souples et les câbles rigides. Ici, je pense que c'est pour les deux, si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a cette où on peut ouvrir et fermer. Donc, ça veut dire aussi, ici, il y a une limite pour dénuder le câble et pour entrer là-dedans. Donc, ça permet aussi d'éviter les contacts directs. Euh, c'est une sorte de protection. Et ces wagons, ils ont un courant aussi. Donc, il y a un courant qui est adapté. Ici, par exemple, c'est 20 ampères. 20 ampères et une tension de 300 volts. Voilà. Euh, je pense que c'est... Ouais, mais je pense que la plupart des robots sont de ce type, mais il y a d'autres types aussi qui sont adaptés pour les câbles rigides, selon moi. Mais bon, vous avez l'idée de ce que c'est un robot qui remplace les dominants et les... euh, Olivier, juste une question. Et ça, on l'achète en cette format-là, de 3 en 3, ou voilà, Ouais, ici on ouais, a tout à plusieurs. fait. Parce que le Ouais. domino, des fois, on coupe, non? La quantité qu'on a besoin pour faire les connexions. Ouais, Mais avec oui, ça, oui. il faut les acheter donc avec Mais il les y a numéros plusieurs. Par d'entrée. exemple, je OK. pense que c'est Mehdi qui a Oui. présenté ici. Vous voyez Oui, ici, ça c'est pour 5 câbles. oui, OK. Tu peux mettre 5 câbles, 4 câbles. OK. OK. Ici, il y a 3 câbles. Donc, OK. trois câbles, on, oui. on peut les trouver à différentes tailles dans le commerce. OK. Euh, euh, et ça permet aussi d'éviter les incendies aussi, qui viennent de quoi? Des faux contacts qu'on peut avoir. Euh, donc, ça, j'encourage. Ça coûte un peu cher, mais c'est très utile. Et pour les électriciens, l'utilisation, ça va vite, je pense, hein. Mm. Mm. Mhm. Et Donc, si, est-ce qu'on le trouve individuel aussi? c'est-à-dire, C'est par une pièce. seule une pièce, tu vois, comme ça tu peux mettre Euh, à plusieurs, ça dépend de Ah tes non, non, besoins, non, non, non? non, Donc, ou bien deux, trois ou quatre. ça dépend des raccordements que tu as fait. OK. On peut aller jusqu'à 8, je pense, hein, Mehdi, si je ne me trompe Mais, pas. Oui, et avec Wago, Hein, limite, pour le moment, c'est jusqu'à 8. Hein. ouais, oui, mais Jusqu'à 8. les Oui, limites en bas, les plus bas, c'est 2. Les plus ouais, petites, ouais, c'est 2 en ouais, fait. ouais, c'est deux. Ouais, oui, le plus OK. petit, c'est 2. OK. ouais. Ok, très bien, merci Mehdi. Merci. Si on revient maintenant, je pense que j'ai terminé le dispositif, mais on peut passer aux questions. Bonjour. En Bonjour. fait, moi j'ai une question concernant les stabilisateurs. Ouais. Est-ce que euh, un équipement peut endommager quand il y a des stabilisateurs de tension qui est connecté?
sur l'équipement sans que sans que les sollicitateurs là aussi soient endommagés? Ça m'étonnerait. Normalement, le stabilisateur, son rôle, c'est d'éviter que l'appareil connecté subisse des, des surtensions. Mais ici, le problème va être la qualité de ce stabilisateur. Comme je dis, il y a des stabilisateurs qui vont répondre plus rapidement, il y a d'autres qui sont lents à répondre. Mais normalement, ça, comment dire, c'est ça qui va protéger l'appareil pour ne pas subir euh, des surtensions. Ouais, parce que chez moi, ma télé a Hmm. été endommagée par la tension lorsque les solitaires aussi étaient branchés. Mais les Et le solitaires stabilisateur n'a rien eu. voilà, n'a rien eu. C'est Ça, ça, c'est... vraiment, ça m'a beaucoup étonné, quoi. Non, ça... Ah, Mehdi, quelle est ton expérience? Est-ce qu'il y a des choses qui sont Euh, arrivées? bon, moi, je peux lui répondre, hein. Il y a des Hmm, cas, il y a toujours des hmm, stabilisateurs bon marché, des stabilisateurs là hmm, qu'on ramasse un peu partout, qui, en vrai dire, vraiment ne protègent pas les différents hmm, équipements. Et par rapport à l'exemple qu'il vient de donner, hmm, l'écran peut être cramé par différents types, soit via l'antenne, quand tu as l'antenne, il peut avoir la ah, foudre, mais ça ne ça, va c'est plus la passer faute, au niveau oui. des stabilisateurs, mais ça Ouais, passe au niveau via l'antenne et hmm. ça endommage l'écran, la télévision. Oui, Il y mais a ça, plusieurs c'est... aspects, oui. hmm. Mais ça, c'est le Maintenant, côté enfin, substantiel atmosphérique quand le c'est foudre. ça. Hmm, Ça, c'est côté situation atmosphérique par rapport à la hmm, foudre. hmm. Et il y a aussi d'autres stabilisateurs bon marché qui, en vrai dire, ça ne protège pas. Ou soit des stabilisateurs que tu as amenés à un réparateur du quartier. Il y a la plupart des réparateurs, il ouvre les stabilisateurs, il fait bypass, il fait un pont. Toi, en Exactement. tant que client, toi, tu vas croire qu'il a réparé le stabilisateur. Oh, il n'a pas réparé, il a fait seulement un bypass. Il a bypassé les stabilisateurs. Tu crois que ça protège? Oh, en vrai dire, ça ne protège pas le stabilisateur. Donc, il faut faire d'abord un bon choix côté stabilisateur pour bien protéger vos équipements. Très bien. et, Allô? d'accord. Vous me Oui, captez? oui, 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 Oui. Mehdi, oui. Il y a aussi d'autres options. Il y a là où ça dépend maintenant des différentes installations. Il y a là où la maison est raccordée à un réseau de la ville, quoi, où la Mhm. tension n'est pas stable. Il y a des Ouais, stabilisateurs là, des grandes puissances que les gens mettent en amont. Donc, à avant la de main, oui. distribuer, oui, on met ça en amont pour Hmm, protéger toute la maison. Maintenant, il est toujours conseillé, si on utilise ce genre de système, de mettre aussi des dispositifs de protection après les stabilisateurs. Entre autres, les paracétamol, ça doit toujours être en amont. Donc, après le stabilisateur, pour distribuer dans la maison. Parce que la plupart des gens, ils entrent les stabilisateurs entre eux. Sortis, ils entrent directement dans le disjoncteur, hmm. dans le disjoncteur de distribution et c'est fini. Maintenant, quand il y a la foudre, ça va endommager leurs équipements. Le côté stabilisateur, le disjoncteur peut couper, mais ça, vu qu'il n'y a pas de paracétamol dans les différents, dans son tableau de distribution, ça va cramer quelques équipements et quelques dispositifs aussi qui comportent la maison, quoi. C'est ça Et l'expérience que j'ai par euh, rapport à ça. il y a une autre chose que je voudrais ajouter aussi. Parfois, et je ne sais pas si ça arrive dans vos différentes localités, c'est la rupture du neutre. On n'a pas compris, C'est- hein? La rupture du neutre, au fait. C'est-à-dire que, Effectivement. ah, hein, La rupture du net, oui. Ça, c'est ouais, quelque chose ouais. qui arrive fréquemment, hein? Donc, et, à ce moment-là, Surtout dans un réseau triphasé, c'est très dangereux. exact, exactement. Donc, alors là, la tension est flottante, au fait. Et tu vas voir que à ce moment-là, on va perdre beaucoup d'équipements parce que on perd le neutre, au fait. Et ça arrive souvent.
Donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on va se protéger contre ça? C'est de mettre comment on appelle ça? J'ai oublié le nom là. Qu'on met au niveau de l'entrée et ça va surveiller la tension et la valeur de la tension. Et si la tension n'est pas la bonne plage, il va couper parce que ça dépasse la tension qu'on doit avoir entre phase et neutre. Donc, et ça arrive malheureusement d'avoir la rupture du neutre qui arrive, enfin, qui peut détruire surtout ces équipements qui sont sensibles à la tension. Oui. Mm. Merci pour les explications. Mm. Autre chose? Ok. Je pense on est dans les temps, je pense. Oui. Ok, Bon, très je bien. ne sais pas si vous avez des autres questions. On a encore quelques jours pour la fin du mois. Donc, si vous avez des modules à finir, je pense que la plupart de vous, vous avez presque tout fini. Bon, pas tout le monde a fait l'étude des cas ou a monté l'étude des cas. Mais bon, vous avez encore quelques jours pour les faire si vous voulez et pour avoir un feedback ou une réponse. L'étude des cas, c'est pour voir un peu l'outil de calcul de charge. Donc, si vous voulez y travailler, vous avez toujours la possibilité de le faire et de poser des questions sur le forum, sur la formation. Et donc là, dans les prochains jours de cette semaine, même la semaine prochaine, vous pouvez toujours y travailler si vous voulez avoir des réponses. À part ça, donc on va donner la formation par finie dans les prochains jours. Et la formation, il va rester quand même ouverte pour vous au niveau des consultations. Donc, vous pouvez y accéder à tout moment pour consulter, résoudre des doutes et l'utiliser comme un outil de consultation. Les sessions comme la session d'aujourd'hui, les sessions en direct, ils sont enregistrées, donc les vidéos ils sont là. Donc si il y a des questions qui ne sont pas restées claires, donc vous pouvez toujours regarder la vidéo plus tard si vous voulez. Et juste un petit rappel par rapport à les prochaines LTT qui viennent dans l'avenir. Donc, bon, on commence les LTT Biomed la semaine prochaine. Donc, bon, je ne sais pas si entre vous, il y a des personnes qui sont déjà inscrites. Sinon, c'est un peu juste pour s'inscrire maintenant. Mais si vous êtes intéressé avec au LTT Télécom, qui va démarrer le mois de janvier. Donc, les formulaires ils sont déjà disponibles sur le terrain pour s'inscrire. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez y aller. Et aussi pour le LTT IT le mois de février 2026. Donc, les formulaires aussi sont sur le terrain pour vous. Je vais laisser aussi mon email. Bon, vous l'avez, je pense, mais je vous laisse aussi dans le chat ici mon email au cas où vous avez des questions concernant les LTT ou des autres formations logistiques. Et sinon, je ne sais pas si vous avez des autres commentaires ou des questions à faire. Mais sinon, on va laisser ici, on va arrêter ici notre